Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com. Bonjour, je suis Rémi Lavadi. Une dictature, qu'est-ce que c'est? C'est un régime politique dans lequel une personne ou un regroupement de personnes exerce les pouvoirs absolus sans que ni les lois ni les institutions ne les limitent. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sont les conséquences d'avoir croisé M. Daniel Trouvé, juge président du tribunal de grande instance de Bayonne et en concomitance adjoint au maire au sein de la commune de Gujan-Mestras, alors que j'étais sous thérapie contre le virus de l'hépatite C. Et les mots qu'il m'a dit le jour où je l'ai rencontré: je vous souhaite bien du plaisir, monsieur Lavadi, quand vous allez saisir la justice. Je rappelle les faits. Devant les plaintes déposées auprès du procureur de la République, celui-ci n'a pas donné suite. Il trouve qu'il n'y a rien à reprocher au comportement des avocats. La vice-procureure de la République, Madame de la Landelle, également dira qu'il n'y a rien à reprocher aux avocats. Je me suis constitué partie civile. On m'a débouté dans le sens où, soi-disant, il y aurait une prescription, ce qui est entièrement faux, c'est complètement virtuel, c'est du fabriqué de toutes pièces. Je me rapproche du procureur général de Bordeaux, monsieur Dufos-Dérault, qui lui-même me dira: je me retranche derrière le procureur de la République, qui à mon sens a bien fait son travail, ainsi que la vice-procureure de la République, madame de la Landelle. Si vous voulez obtenir justice, libre à vous de saisir un avocat au civil. Donc, je n'ai pas le choix, je ne connais pas bien toutes les procédure juridique, j'intente une affaire au civil. Je vais voir maître du Salaire du parquet de Bordeaux. Celui-ci m'apprend les règles déontologiques qui sont qu'un avocat ne peut pas plaider contre un confrère sur un même barreau. Donc il me conseille d'aller voir maître Delmouli du parquet d'Agen. Je prends donc rendez-vous à son cabinet. Il me présente sa note d'honoraires. C'est au printemps 2006, facture de 3 000 € le 8 juin 2006 pour une assignation qu'il devra déposer bien entendu sur Agen contre les avocats. Le souci, c'est que l'assignation, il la lancera sur Bordeaux. Alors, je ne vais pas détailler les raisons. Par contre, je suis abusé, floué de toutes pièces dans tout mon parcours juridique. Je lui envoie une lettre commandée avec une mise en demeure de retirer l'assignation lancée sur Bordeaux. Or, il ne fera rien. Inévitablement, je prends un autre avocat sur Bordeaux, mais maître Iriard ne me communique pas les dates d'audience. Un jour, je me vois arriver un huissier à mon domicile pour me signifier le jugement sorti du tribunal de Bordeaux. Je découvre que j'ai perdu, les avocats m'ont volé 17 000 €, ils ont commandité la mise à mort de ma société, puisqu'ils m'ont dit: on saisit un postulant sur Baron de Montmarsan, mais il n'y avait pas de défense. Je prends connaissance du jugement, je dois encore leur payer 2 000 €. Je désire faire appel. Vous voyez des avocats qui vous font payer la première visite dans leur cabinet, mais ils ne vous disent pas: je ne peux pas lever appel puisqu'ils ne peuvent pas plaider contre un avocat sur le même barreau. Résultat, 25 jours sur essayer de trouver un avocat dans ma région. Donc je prends mon téléphone, je vais essayer à Mont-de-Marsan. En 2-3 mouvements, c'est lever appel. Par contre, en ce sens, il me dit: je vous mets en rapport avec le postulant pour que vous lui payiez sa note honoraire. Et par contre, il me présente sa facture, 1 200 €. Il y a un problème puisque les tarifs de postulation sont taxés par l'État. Ce n'est rien d'autre que de la magouille financière. Malheureusement, je suis obligé de payer puisque je suis à la date limite pour faire appel. Sinon, le jugement de première instance devient exécutoire. Donc, je reprends contact avec l'avocat une fois que c'est payé, maître Penaud de Mont-de-Marsan, et je lui dis: il faut impérativement votre convention d'honoraires pour pouvoir présenter l'affaire et avancer dans le dossier. Il me fait savoir qu'il ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Écoutez, maître, c'est comme quand on va chez le docteur, on a une maladie, on a une visite à payer, on dit ce que l'on a, il prescrit les médicaments, éventuellement il y a des analyses complémentaires à faire. Et ça, c'est pareil, c'est la justice. Ça fait l'objet d'un avenant, parce que vous ne pouvez pas le deviner. Mais quoi qu'il arrive, la façon de plaider, c'est exactement la même chose. Que ce soit une voiture volée, des avocats qui me volent l'argent, c'est le même principe. J'attends son retour vers moi. Je lui envoie une lettre commandée pour confirmer notre conversation téléphonique. Et je lui dis: sous huitaine, sans réponse de votre part, je m'estime libre de tout devoir. Nous sommes libres et je peux aller requérir un autre avocat pour pouvoir me défendre par rapport à mon dossier. Donc, je n'ai plus de réponse. Dès lors, c'est terminé. Je n'ai plus rien à faire avec maître Penaud. Donc, le postulant que lui a pris au départ et qu'il m'a fait payer devient irrémédiablement mon avocat représentant. Avocat représentant au titre de l'article 411 du Code de procédure civile. Car la Constitution ne nous a absolument pas mis sous la tutelle d'avocats, même au civil. Nous avons la faculté de nous défendre seuls. Je fais moi-même mes conclusions, puisque je sais très bien de quoi il s'agit. J'élabore tous les actes criminels et l'avocat Philippe Lecomte, du cabinet de l'ex-avoué de Bordeaux, me somme de sortir tous les justificatifs par rapport au crime. Je lui dis: pardon, mais attendez, je suis désolé, vous êtes pris
au titre de l'article 411 du Code de procédure civile, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Il me dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous voulez que j'enregistre vos conclusions au greffe de la cour d'appel, vous enlevez. Je rappelle quand même les faits d'un avocat postulant. Il n'est là que pour jouer le rôle de facteur, c'est-à-dire en fin de compte, on lui remet les conclusions. Il a le devoir de les amener à la cour d'appel, au greffe, de faire enregistrer dépôt de conclusion dans l'affaire visée, avec toutes les références, et puis c'est tout. Là, c'est un abus de pouvoir qu'il fait, c'est strictement défendu. En fin de compte, il va m'obliger et il me fera du chantage pour, si je ne retire pas les passages qu'il élimine, à ce moment-là, il ne dépose pas les conclusions. Je réfléchis 30 secondes. Si je ne dépose pas les conclusions d'appel, mon appel devient caduc, le jugement de première instance devient exécutoire, je dois encore payer aux avocats. Si j'enlève les actes criminels des avocats, j'ai encore les réponses des avocats adverses pour assurer le contradictoire, donc je peux répondre aux conclusions adverses, et là, je remettrai mes actes criminels, mes justificatifs. Donc je dis, ok, je l'enlève. Je lui envoie les nouvelles conclusions avec tous les paraphes qu'il m'a demandé d'enlever. Il enregistre les conclusions. Mon appel est lancé. Je reçois les conclusions adverses, puisque de toute façon, pour assurer le contradictoire, les conclusions de la partie adverse me seront automatiquement communiquées. Je peux répondre à leurs conclusions et surtout remettre tous les actes criminels que l'on m'a fait enlever. Et là, l'avocat Philippe Lecomte me dit « je ne dépose pas, c'est tout, c'est terminé ». Il faut savoir que l'avocat, avant d'officier, il va prêter serment et il va définir « je jure comme avocat exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Il est évident que dans la mesure où il refuse de déposer conclusion selon l'article 411, auquel il ne peut pas rejeter son devoir, car il l'a contracté et je lui ai soldé sa facture qui était exorbitante. J'ai écrit au procureur général, Jean-Paul Dupont, au président de la cour d'appel, au bâtonnier Bernard Quesnel, pour voir s'il ne pouvait pas interférer. Le bâtonnier qui répond à ma lettre, tenez-vous bien, je fais suite à votre correspondance du 14 décembre et 3 janvier pour vous indiquer que je n'envisage absolument pas de sommer maître Philippe Lecomte d'assurer sa postulation. Alors là, si le bâtonnier n'en a que faire de ses devoirs, imaginez la gabégie dans laquelle se trouve le monde des avocats. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, je démontre qu'ils font ce qu'ils veulent, car le devoir du bâtonnier, c'est bien, il est là pour surveiller le travail de ses confrères. Or là, il n'assume pas du tout sa tâche et il fait ce qu'il entend, comme il entend, comme il en a envie. Et il ne faut pas oublier, je suis en train de déposer des conclusions contre des avocats qui m'ont déjà volé. J'écris au garde des Sceaux et également au chargé de la mise en état. Il ne trouve rien à redire. Donc le 11 février 2013, j'écris à Monsieur le Président de la Chambre, c'est-à-dire le juge, Madame Brigitte Roussel, pour l'informer que je rencontrais des difficultés quant au dépôt de mes conclusions dans l'affaire de mon appel. Donc il y a un vice de procédure. Il y a un problème, je n'ai pas droit à faire entendre ma cause par rapport à un tribunal. Et ça, c'est répréhensible par rapport à la charte européenne, qui dit bien un libre accès devant les tribunaux pour faire entendre sa cause devant un tribunal impartial. Or là, vraiment, je n'ai pas la possibilité de déposer mes conclusions. C'est là où je démontre que vraiment, le service judiciaire français est ni plus ni moins que la dictature en place. C'est un service public qui travaille pour leur compte personnel, pour s'enrichir. Ce sont des carriéristes et qui sont au-dessus des lois. J'en amène la preuve. Je ne vois pas comment on peut faire pour travailler dans une dictature. Il n'y a qu'un seul corps d'État qui peut s'en sortir, celui de la dictature, celui du fonctionnaire, puisque la justice est un service public mis en place par des fonctionnaires. Et ce sont des fonctionnaires qui assurent ce service. Donc évidemment, ils vont protéger tout le service du fonctionnariat. Eh bien, je suis désolé, à ce moment-là, on affiche directement République dictatoriale française, mais surtout pas République française. Et l'Europe, elle n'en a que faire. Elle m'a dit, vous devriez voir le problème qui se trouve au point de vue de la séparation entre la justice et l'État. Je suis désolé, je ne l'ai pas saisi pour ça, je l'ai saisi parce qu'il ne suivait pas la charte européenne des droits de l'homme. Eh bien là, il s'en moque. Et là, je le montre encore, les juges français font ce qu'ils veulent, parce que quand ça les arrange, ils vous disent vous ne suivez pas la charte européenne, et blam, allez-y, payez. Ou alors, vous êtes dégoûté, ou vous avez toujours tort. Mais là, c'est pas nous, c'est eux qui ne la suivent pas. Mais comme ils sont au-dessus des lois, la preuve, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus arriver à rien dans le pays. Parce qu'un pays où il n'y a pas de justice, c'est la foire d'empoigne, ça devient l'anarchie. Et l'anarchie, on y est. Et vous le voyez tous les jours, vous le découvrez. La délinquance se promène dans les rues.
Et c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir bientôt. Et je vois bien que j'ai affaire à un tribunal qui n'est absolument pas impartial. Je demande à ce qu'ils interviennent auprès de l'avocat Philippe Lecomte, et ils n'en feront rien. Dès lors, pour justifier de mes demandes, j'envoie mes conclusions au greffier de la mise en état, tenter le tout pour le tout. Je l'envoie directement au président de la Chambre, en espérant une certaine intégrité de la part d'un juge. Qu'est-ce qu'il va en penser, l'intégrité d'un juge? Ça semble plausible. Je trouve après mon avocat postulant en conciliabule le jour de l'audience avec le président de la Chambre, c'est-à-dire le juge. Et j'attends que l'on appelle mon nom pour présentation du dossier. Et là, je prends la parole. Je dis, monsieur le juge, bonjour, je voudrais... Et là, il me coupe la parole. Il dit, monsieur Dabadi, vous avez décidé de ne pas prendre d'avocat, c'est votre choix légitime, je ne veux pas vous entendre. Je réponds, je dis, excusez-moi monsieur le juge, là je suis obligé d'intervenir, et là il me coupe fermement la parole, il me dit, écoutez monsieur Labadi, c'est terminé, je ne veux plus vous entendre, c'est la dernière fois que je vous le dis, si jamais vous reprenez la parole, je vous fais évacuer par les forces de l'ordre. L'arrêt est rendu, l'arrêt c'est simple, je suis débouté de mes demandes. Lors de l'audience, je l'ai bien dit, quand j'ai voulu prendre la parole, il y a un homme qui m'a menacé. Il m'a menacé. Et si jamais je prenais la parole, encore une fois, il me faisait évacuer par les forces de l'ordre. Pour quel motif? Mais en fin de compte, on m'a empêché, et je vous le justifie, d'exprimer ma cause devant un tribunal français. Là, précisément, on ne peut que constater que la présidente écrit dans l'arrêt que je n'ai pas amené la preuve que les avocats Lally de Laporte avaient la responsabilité du dossier de Fénémore-Biscarrosse. Je justifie dans mes conclusions d'une lettre écrite et envoyée par mail de la part des avocats Lally et Laporte, comme quoi ils s'occupent du dossier Fénémore et qu'ils ont saisi un postulant sur le barreau de Mont-de-Marsan dans l'affaire. De plus, je justifie du paiement et de l'encaissement des dossiers. J'ai fait la même chose pour la restructuration avec les différents justificatifs des avocats Lally Laporte qui sont intervenus dans le dossier, le contrat marché des travaux qui a été signé dans les bureaux du cabinet d'avocats Lally Laporte au 33 rue des Ruas. Je justifie également l'encaissement. Il est bien spécifié que M. Hardy n'est pas avocat, contrairement à ce qui m'avait été défini au départ, et qu'il travaillait bien au 33 rue des Ruas à Bordeaux, donc dans l'enceinte du cabinet des avocats Lally Laporte. Donc, du fait qu'il n'est pas avocat, c'est inévitablement les avocats Lally Laporte qui endossent la responsabilité du travail effectué par M. Hardy. Si ça, ce n'est pas une preuve, à ce moment-là, c'est une criminelle. Donc, j'ai amené la preuve. Et Brigitte Roussel a fait un faux en écriture dans le jugement rendu. Un faux en écriture avec toutes les responsabilités et les conséquences que cela doit entraîner. Elle, et bien sûr, Jean-Claude Sabron, qui est conseiller. Il y a également M. Thierry Lippmann, conseiller, et Annick Boulvé en tant que greffière. Faux en écriture, il relève de l'article 441-4 du Code pénal, 225 000 € d'amende pour un faux en écriture et 15 ans d'emprisonnement. Et il ne faut pas oublier, en plus, il y a le chef d'accusation qui est sur l'escroquerie du jugement rendu, et il y a bien sûr des suites qui sont données à cela, puisque c'est la règle du jeu. Quand on fait un faux, on est condamnable et on est redevable au titre de la société. Je tiens également à préciser que j'ai contacté les présidents de la Cour d'appel, garde des Sceaux, toutes les personnes, le procureur général aussi, et ils ne donnent pas suite. À partir de cet instant, je ne parle plus que parquet de Bordeaux, je parle carrément du service judiciaire français. Le service tout entier est capable de voler et d'aller à l'encontre de toutes les lois, même quand ils en sont informés. Donc, contraire à toutes les règles et tous les articles dans lesquels il est défini, notamment l'article 40, qu'il a lieu. Quand ils ont pris la connaissance d'un crime qui est en train de se commettre, ils doivent de suite remonter l'affaire au procureur de la République. Évidemment, le procureur de la République lui-même, par Marie-Hélène de la Landelle, commet le crime. Donc bon, évidemment, c'est ce que je vous dis. C'est le service judiciaire français. On est en plein dans la dictature. Elle est avérée et elle est prouvée et justifiée. Donc, je fais appel et je me pourvois en cassation. J'envoie un courrier en disant, je souhaite pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu à la Cour d'appel de Bordeaux. En ce sens, je cherche un avocat au titre 411 du Code de procédure civile et je vous règle 150 € pour pouvoir régler cet appel. Là, j'ai Maître Matonnet de Paris qui me répond, qui me dit « J'ai bien levé votre pourvoi en cassation, il n'y a pas de souci, je m'en occupe, si vous voulez bien me régler ma facture. » Je réponds « Tenez maître, je suis désolé, je ne vous ai pas du tout contacté pour en tant que conseil, mais seulement en tant que représentant. » Il a encaissé l'argent, il a validé ma demande. N'importe quel professionnel qui encaisse un acompte versé par un client, le professionnel valide les accords qui sont écrits. Dans la mesure où il y a un modificatif à amener, il doit le faire avant l'encaissement de l'acompte. Et bien entendu, la loi est la même pour tout le monde. Tous les professionnels
quel qu'il soit. Je ne vous dois rien, je vais formuler moi-même mes conclusions pour le pourvoi et on s'arrête. Il ne veut rien savoir. Je me rapproche donc du bâtonnier de Paris, dans le pouvoir de la cassation, ainsi que du président de la chambre de cassation, et ils ne veulent rien savoir, ils ne font rien. Ça arrivera en présentation et on me dira dossier non admis. C'est simple. C'est une escroquerie monumentale du service judiciaire, du service public, de la justice vis-à-vis de son peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on ne vous apprend jamais à l'école le b.a.-ba de la justice. Comme ça, on peut vous mener par le bout du nez. Et ils font ce qu'ils veulent de vous. Vous ne connaissez rien en justice. Mais quand vous apprenez un petit peu les bases élémentaires du droit, et vous savez très bien quand est-ce que vous faites voler, eh bien là, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes mené. La justice française n'a plus aucune crédibilité. La justice française met le pays sous l'eau. C'est pas pour rien que nous en sommes là. Nous voyons tous les délinquants. Tous les délinquants, on les retrouve tous dans la rue. Les gendarmes, les policiers arrêtent les délinquants. De suite après, on les retrouve libérés. D'où ça vient? Uniquement de là, vous le voyez. J'ai été volé, spolié, jusqu'à obtenir la résolution d'un jugement confirmé en appel pour une vente de la mairie à la SCI Rémi Lavadi. Et pourtant, elle a été soldée. J'ai reçu la quittance des impôts. Et pourquoi j'en suis arrivé là à vendre? Parce qu'en fin de compte, j'avais encore une fois un juge qui était conseiller municipal au sein de la commune de Gujan-Mestras et qui faisait valoir un désir de préemption non légalisé, non contractuel. Alors je vous rappelle l'article de la Constitution qui dit bien que l'État français a la possibilité de préempter, mais les raisons de la préemption doivent être dûment justifiées, c'est bien écrit, et bien sûr, le montant doit être en rapport du préjudice. Ce sont des terroristes, les terroristes de la République française. Madame Brigitte Roussel doit partir en prison, ainsi que le greffier et ses conseillers. La justice française n'a plus aucune crédibilité. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com